Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours avec plaisir que je vous retrouve sur les antennes de Mikuba TV et Mikuba FM. Tous les vendredis, on se retrouve pour décrypter l'actualité qui a marqué la République démocratique du Congo durant toute la semaine dernière. Et cette semaine, on a eu que de bonnes nouvelles. La République démocratique du Congo a décidé de faire la paix avec son voisin, son éternel ennemi, le Rwanda. L'accord a été signé devant un des puissants pays du monde, les États-Unis d'Amérique à Washington. C'est une actualité qui ne nous a pas échappé, j'en suis sûr. Avec mon invité, on va y revenir, on verra le point fort et les points faibles de cet accord et comment est-ce que ça va s'appliquer et quelles conséquences pour nous tous, parce que la RDC, c'est notre pays à nous tous et ces accords ont été signés en notre nom. Quelles seront les prochaines étapes et comment est-ce que cet accord va apporter la paix dans la partie est de la RDC? On en parle dans un instant. Dans la deuxième partie, on reviendra ici au Lualaba, avec notamment ces infrastructures qui ont été récemment inaugurées par le chef de l'État lors de sa récente visite ici en province. Ces infrastructures qui font l'honneur de la province. Combien ça a coûté et quel intérêt pour les populations que nous sommes? On en parlera ce soir avec notre invité qui est le professeur Sylvain Cantolomba, professeur des universités. Et ce soir, nous le recevons dans sa casquette d'analyste politique. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Alain. C'est un grand plaisir de retrouver Politico, ces magazines qui s'imposent en RDC et partout ailleurs dans le monde, surtout qu'ici, nous avons la possibilité de parler sans filtre. Parler sans filtre, c'est ça même l'idée qui a conçu cette émission. Cette semaine, on a célébré en début de la semaine les 65 ans d'indépendance de la RDC. Un petit mot tout simplement, qu'est-ce que vous avez à dire 65 ans après avoir recouvert notre indépendance? 65 ans d'âge pour la République démocratique du Congo, 65 ans d'indépendance. Pour moi, l'indépendance reste une quête permanente. Elle est encore à rechercher parce que lorsque nous voyons notre parcours historique de 1960 jusqu'ici, nous n'arrivons pas à nous affirmer pour que nous puissions défendre le combat qui a été porté par les pères de l'indépendance. Surtout qu'au moment où nous fêtons l'indépendance, nous bradons notre souveraineté. Et donc, 65 ans après, à quoi ça nous aura servi si nous sommes incapables d'assurer et d'assumer notre indépendance aux yeux du monde qui nous regarde? Ah, quand j'entends nous bradons notre souveraineté, nos richesses, je sous-entends que vous parlez de l'accord qui a été signé à Washington 3 jours avant la célébration de 65 ans d'indépendance. C'était le 27 juin dernier à Washington. On voit en photo ici Donald Trump au milieu de représentants, notamment les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda. Parlons-en d'ailleurs, on entre dans la matière. Cet accord, selon vous, est-ce un bon ou un mauvais accord? D'abord, il faut souligner que toute initiative visant la paix mérite le soutien de tout citoyen. Mais cependant, ce n'est pas parce que nous cherchons la paix que nous allons nous jeter dans n'importe quelle gueule de peur que nous puissions être dévorés et manquer cette paix-là. Et cet accord, c'est un accord controversé de par d'abord sa forme en termes de son identification. On parle d'un accord de paix, mais dans le fond, nous sommes là dans un accord, dans un deal économique dont la paix reste, c'est préalable. Voilà pourquoi on parle d'abord de l'accord de paix, mais dans le fond, il s'agit d'un accord commercial. Parce que lorsque vous faites un peu du recul par rapport à l'histoire de notre espace, vous allez voir qu'il y a plusieurs accords, plus d'une dizaine d'accords qui ont été signés et que ces accords n'intégraient pas l'aspect économique. Mais l'accord qui a été signé ici entre Kinshasa et Kigali, c'est un accord qui intègre la dimension économique. Point fort? Son point fort, non. Parce que, comme on le disait, on a quand même 65 ans d'âge. Est-ce que nous ne sommes pas dignes de nous minérer? C'est ça la question. Parce qu'il ne faudra pas que nous puissions donner l'impression à la face du monde que la générosité divine
n'est pas une bonne chose pour nous, parce que nous sommes République démocratique du Congo, nous régorgeons autant de gisements, n'est-ce pas, une diversité étonnante de richesses, mais jusque-là que nous ne savons pas mettre au profit de notre pays, au profit de nos citoyens. Et donc, si à ce jour, nous continuons à arpenter les capitales du monde pour chercher qui va nous aider à développer notre pays, à exploiter nos richesses, ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose. Maintenant, lorsque nous revenons également dans la forme M. Alain, vous allez voir qu'il y a eu plusieurs processus. Nous sommes à Nairobi, nous sommes à côté ici en Angola, où ça a capoté. Et ensuite, le président de la République s'est proposé de contacter les États-Unis d'Amérique contre la sécurité. Mais curieusement, dans ces deals-là, ou dans cette proposition, les États-Unis vont nous jouer la carte du Rwanda. Okay. Donc, on nous amène le Rwanda en face de nous. Alors que nous, au départ, nous cherchions un partenaire contre les minerais qui puisse nous permettre à régaillardir ou à augmenter la puissance militaire de notre pays pour nous permettre de garantir notre souveraineté. Parce qu'on ne sous-traite pas la souveraineté. La souveraineté, c'est une question nécessaire, essentielle, qui doit être assumée par chaque État. Et donc, la sécurité, c'est notre affaire. Et donc, quand nous nous retrouvons en face du Rwanda, ça veut dire quoi? Nous sommes venus discuter avec les États-Unis. Bon, concluez d'abord un accord avec le Rwanda. Ensuite, on va voir les deals économiques. Mais, professeur, on va entrer dans le fond de l'accord dans un instant, mais d'abord restons sur la forme. Ceux qui défendent cet accord, ils disent qu'en fait, c'est une écrasante victoire. Pourquoi? C'est une écrasante victoire en 2 points. Le premier point, c'est que Paul Kagame, cet accord, c'est en fait le résumé de tout ce qui s'est passé au niveau de l'EAC et au niveau de Luanda. C'est un condensé de ces accords-là, que Paul Kagame a tout fait pour ne pas signer. Et Kinshasa a mené cet accord auprès des Américains et les Américains ont obligé Paul Kagame à signer. Ça, c'est le premier point, la première victoire. La deuxième victoire, selon toujours ceux qui défendent cet accord et qui y voient une double victoire pour la diplomatie congolaise, c'est que Paul Kagame, quand il a refusé de signer à Luanda, c'est qu'il avait imposé comme condition que Kinshasa signe d'abord un accord avec le M23. Mais maintenant, Tshisekedi a réussi à faire signer Kagame, le Rwanda, un accord avant que le M23 ne signe un quelconque accord. Pourquoi vous n'y voyez pas une victoire, une double victoire diplomatique? Merci beaucoup, M. Alain. C'est vrai, les gens peuvent faire leur lecture, mais je crois qu'à un certain moment, il nous faut nous départir des sentiments, comprendre que nous engageons notre pays dans un processus très risqué. D'abord, au départ, nous-mêmes nous péchons par le fait que nous signons des accords à l'insu de la représentation nationale, et donc sans que l'Assemblée nationale ne soit saisie. Il y a aussi vice de procédure. Mais à ce niveau-là, ça pose problème. On aurait dû discuter de toutes ces questions pour que nous puissions voir quelle option il faut lever. Maintenant, comme vous le dites, c'est que les autres prétendent être une victoire. Monsieur Alain, lorsque vous lisez cet accord, vous vous rendez tout de suite que c'est le Rwanda qui aura gardé pratiquement sa ligne défensive sur le plan argumentatif, sur le plan discours. Et que la République démocratique du Congo se tire la balle dans son pied parce que son discours est déconstruit sur toute la ligne. Alors que nous avons mené une diplomatie, n'est-ce pas, pour faire voir à la face du monde que le Rwanda, c'est un pays agresseur. Et c'est le Rwanda qui nous agresse. C'est le Rwanda qui pille nos minerais et qu'on a même menacé verbalement par le président de la République d'attaquer le Rwanda, de faire le régime de Kigali. Partout au monde, on a même mené de plaidoyer de campagne pour que les minerais qui passent par le Rwanda ne soient pas achetés. Mais quand vous prenez l'accord, pourquoi j'ai dit que nous nous sommes tirés la balle dans le pied, vous verrez que nulle part dans ces textes que nous avons pris la peine de lire, nous avons fait acter ou faire passer le Rwanda comme pays agresseur. Nulle part.
Et nulle part le Rwanda admet qu'il a de troupes dans notre pays. Mais en face de nous, nous avons le Rwanda. Face à la pression de la communauté internationale, le Rwanda a toujours clamé son innocence, qu'il n'agresse pas la RDC, qu'eux, ils ont créé ce qu'ils appellent les mesures défensives. Et effectivement, quand vous lisez l'accord, dans cet accord, le Rwanda parle des mesures défensives. Nulle part, le Rwanda reconnaît la casquette de pays agresseur. Pourquoi je pense que cet accord béatifie le Rwanda? C'est un accord qui légitime tout ce que le Rwanda fait chez nous. Parce que quand vous lisez les textes, vous avez l'impression que mais finalement, il y a un nouveau Rwanda ou c'est le même Rwanda pour lequel on condamne les uns et les autres pour le simple fait de ne pas dire c'est le Rwanda qui nous agresse. Non mais professeur, vous ne vouliez pas que dans cet accord, on puisse mettre tous les petits noms d'oiseaux qu'on s'est donnés pendant qu'on s'est querellé. C'est un accord de paix. Non. Il y a un langage diplomatique qui ne doit pas nécessairement figurer écrit noir sur blanc dans un accord entre États. Non, M. Alain, ici c'est un accord. Le Rwanda a réussi à faire inscrire dans cet accord qu'il n'est pas pays agresseur en disant simplement qu'ils ont des mesures sécuritaires. Ils ont réussi à se faire passer à la face du monde comme si eux, ils n'ont rien comme problème. Regardez les engagements des partis. On vous dit la RDC et le Rwanda s'engagent à neutraliser les FDLR. Or, nous, République démocratique du Congo, nous n'avons jamais admis que nous avons les FDLR chez nous. Où sont-ils? Suivez finalement l'interview juste après l'accord dans le bureau de Trump. Vous verrez que le ministre rwandais est dans une posture, même en lisant le body language, vous allez vous rendre compte qu'il est à l'aise face à Trump en disant, eh bien, nous allons appliquer cet accord pour qu'il puisse réussir. Il faudra au préalable que la RDC et nous puissions neutraliser les FDLR, n'est-ce pas? Nous neutralisons les FDLR et puis nous allons lever, n'est-ce pas, nos mesures défensives. Ce que nous, RDC, nous considérons comme une agression et parle d'une mesure défensive. Donc, ils ont réussi à garder leur ligne défensive, leur position, leur narratif dans l'accord. Par rapport à nous, regardez l'accord, qui nous revient, nous, qu'est-ce que nous demandons au Rwanda? En retour, nous lisons l'accord, vous verrez qu'on ne demande rien au Rwanda. Non, mais quand on regarde de manière globale, professeur, ce que nous cherchons, c'est quoi? C'est la paix. Et jusqu'ici, cette paix est mise en mal par le Rwanda qui soutient ceux qui viennent créer le trouble chez nous. Si le Rwanda accepte de faire des affaires avec nous, donc le Rwanda ne va plus fournir le financement, d'être la base arrière de ces rebelles, automatiquement, on aura cette paix. C'est ça la logique derrière cet accord. Attention, avec cette lecture-là, c'est une lecture qui risque de nous faire tomber une fois encore de plus dans un piège ouvert. Monsieur Alain, vous allez vous rappeler avec tout le Congolais que avant que l'on parle de M23 à Goma et à Bukavu, nous avions vu le président de la République accueillir son homologue rwandais à Goma et signer une série d'accords, dont l'accord qui consacrait l'exploitation de l'or, de Sakima, au Rwanda. Est-ce que le fait seulement qu'il y a eu des accords, sans empêcher le Rwanda de nous agresser ou d'entretenir de conflits dans notre pays? Le Rwanda, c'est un pays très rusé. Et je pense que le Rwanda a aligné de bons négociateurs qui sont de routiniers et que les négociateurs du côté de la République démocratique du Congo n'ont pas saisi la subtilité de certains termes qui sont utilisés dans l'accord. Parce que l'accord, en tout cas, on n'a pas aligné de routiniers parce que lorsque vous voyez le Rwanda est resté sur sa ligne. Tout ce qu'il a clamé, c'est tout ce qu'ils ont déjà clamé ou tout ce qu'ils ont toujours l'habitude de clamer, c'est tout ce qui reste dans ce contrat. Pour finir sur ce premier point-là, donc je parlais des deux victoires de la diplomatie de Félix Tshisekedi. Vous avez expliqué sur le premier point. Le deuxième point qui consiste à faire signer le Rwanda avant l'accord avec le M23. Reconnaissez quand même que c'est une victoire. Non, ce n'est pas une victoire parce que lorsqu'on signe un accord,
Et lorsqu'il s'agit de la paix, il faut identifier les acteurs au conflit. Qui sont les acteurs au conflit? Est-ce qu'il n'y a que le Rwanda qui est acteur au conflit? Oui, nous avons des groupes armés à l'interne. Et quand vous scrutez, M. Alain, cet accord, vous vous rendez tout de suite compte que le Rwanda, finalement, et les États-Unis nous auront mis sur notre dos, sur notre responsabilité, tout ce que nous avons comme problème à l'interne. Pour dire, ces questions-là vont être prises en charge par vos États. Et même lorsqu'on vous dit que les groupes non étatiques étrangers, n'est-ce pas, doivent quitter, on ne les nomme pas. Aucun groupe n'est nommé. Il s'agit de quel groupe? Et bon, on s'attendrait pour le ZIN, non, le M23 c'est fini. Mais eux-mêmes disent dans l'accord, les M23 est relégué au processus de Doha. Finalement, quelle est la crise qui est résolue par la signature du contrat? Parce que la grande crise qui mine la République démocratique du Congo, c'est cette crise-là entre le M23 et le gouvernement, le M23 qui occupe aujourd'hui un espace important. Nonobstant les autres groupes armés qui se comptent par centaines. Et donc, en des termes clairs, quand vous lisez le contrat, vous restez dans une sorte de flou et dans une sorte de confusion totale. Et lorsque vous suivez l'interview, je crois d'hier, du ministre des Affaires étrangères, vous avez l'impression que le mariage qui a été... Oui, le ministre rwandais des Affaires étrangères, que le mariage qui a été célébré en pompe, aujourd'hui, la ligne de miel est en train de pondre une controverse sévère, parce que quand il parle, vous vous dites, mais finalement, c'est lui qui a signé avec nous, ou c'est un autre ministre appartenant à un autre pays. Et donc, il est pratiquement très tranchant, il campe sur sa position. Nous n'allons pas lever les mesures défensives que nous considérons comme une menace à notre sécurité lorsque les FDLR ne sont pas encore neutralisés. Et il affirme dans son interview, les FDLR sont dans l'armée congolaise. Oui, mais c'est très grave. Alors là, c'est compliqué. On en parle en détail maintenant. Entrons dans le fond de l'accord. On va commencer. Je sais que vous êtes professeur, essayez d'être neutre, de vous détacher peut-être des émotions, mais je ne dis pas que vous parlez avec émotion, mais essayons de ne pas avoir de penchant, c'est ce que je vous demande. En entrant dans l'accord, est-ce qu'il y a de points positifs? Si oui, lesquels? Bien, parlant de points positifs, il y a d'abord, c'est que le ZIN appelle, en fait, vous m'avez appelé professeur, je suis dans ce qu'on appelle le serment de rationalité. Exact. Voilà pourquoi je ne peux pas tomber dans le piège des sentiments. Et lorsqu'il s'agit de mon pays, je dois vous dire les choses telles qu'elles se présentent. N'en déplaise aux religieux des chapelles, n'est-ce pas? Quand vous prenez le positif dans cet accord, je prends d'abord les acteurs eux-mêmes, ceux qui ont signé. Qu'est-ce qu'ils disent? Vous avez le ministre rwandais, il parle pratiquement d'une première tranche. Quand vous prenez notre ministre Kaykwamba, il dit que c'est un commencement. Ce n'est pas le tout. Tout le monde est d'accord que c'est une première étape. Oui, quand vous suivez même Nanga, vous dites que c'est un pas limité. Et donc, tout le même le président lui-même, il dit dans son discours du 30 juin que c'est une promesse pour la paix. Ah, voilà. Donc, c'est un espoir qui renaît. Bon, maintenant, ma question, parce que nous voulons tirer ce qui est positif, regardez les allures festives, regardez l'effervescence dans le chef des uns et des autres. Est-ce que peut-on fêter lorsqu'on a fait un pas? Est-ce que peut-on fêter lorsqu'on est à la première tranche? Est-ce que peut-on fêter parce qu'on est au commencement? Oui, mais ou on doit jubiler lorsqu'on arrive à une fin. Bien, je comprends parce que tout le monde a besoin de la paix comme moi-même. C'est un premier pas vers justement, la paix. Un premier pas ne se jubile pas. Parce qu'il faudra que nous soyons en mesure de faire premier, deuxième, 4, 5 pas. Donc, étant donné que c'est un premier pas, ça nous exige une sorte de prudence. Parce que nous connaissons en face de nous, qui est en face de nous, ça s'appelle le Rwanda. Oui, et le Rwanda, par rapport aux États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas, considéré comme son gendarme dans la région. Et donc,
faisons très attention avec les déclarations de Trump qui sont des déclarations tapageuses et pour plus la consommation médiatique. Si on comprend bien. Pour que nous ne puissions pas être surpris demain, M. Alain. On a compris. Donc, si on comprend bien, le premier point positif, en tout cas, j'essaie de lire entre les lignes, c'est comment on a fait un premier pas vers la paix. C'est un point positif. Oui. Même si vous nuancez. En fait, je considère comme ça une intention pour la paix. L'intention pour la paix oui. qui est inscrite dans cet accord, c'est un point positif. Y a-t-il un autre? Bien. Un autre point positif, au-delà de cette intention-là, oui. c'est de voir, n'est-ce pas, les institutionnels de notre pays prêcher pour la paix. Vous voyez, on dit, bon, nous voulons la paix avec le Rwanda. Mais est-ce que le problème de la République démocratique du Congo se résume au seul Rwanda? C'est là où justement que je me dis, ce pas là est insuffisant. Parce que nous signons avec le Rwanda. Qu'en est-il de l'Ouganda? Qu'en est-il de troupes qui sont à l'intérieur de notre pays? Qu'en est-il des autres pays qui nous font de coups? L'Ouganda est notre allié. Le chef d'état-major ougandais, le fils du président Museveni, a été reçu par le chef de l'État la semaine dernière. C'est notre allié. Ils combattent à nos côtés contre les rebelles terroristes ougandais qui sont chez nous. Au départ, je m'en voudrais de parler du général Muhoozi, auquel vous faites allusion. Oui. Nous le suivons tous en ligne. Quelles sont ses positions? Et qu'est-ce qu'il n'a pas dit après qu'il soit passé par Kinshasa? Et aujourd'hui, nos compatriotes de Wazalendo déplorent que l'armée ougandaise est à leur trousse. Alors qu'est-ce qui se passe finalement? Alors que d'un côté, Kinshasa clame que les Wazalendo sont à son service, ils sont à son soutien, mais et qu'une fois reçus en audience par le président de la République, le lendemain, ils sont attaqués par le UPDF. Vous voyez? Alors, il y a là justement une sorte de confusion. Et je ne voudrais pas justement rappeler par où a commencé les échauffourées de M23. Je crois que ce n'était pas à la frontière avec le Rwanda, mais c'est plutôt de ce côté-là où on prétend que nous avons des alliés. Voilà pourquoi prudence exige, nous devons rester sur nos gardes parce que nous lancer dans un narratif festif, aujourd'hui jubilé, parce qu'on a simplement signé un accord, d'ailleurs accord voulu au départ congolo-américain, mais à l'arrivée, dans cet accord, il n'y a d'américain que les lieux de signature. Très bien. Les points négatifs à présent. Le point négatif, c'est que nous n'avons pas Pourquoi est-ce que vous estimez que cet accord n'aurait pas dû être signé? Oui, l'accord n'aurait pas dû être signé parce qu'il fallait que la République démocratique du Congo puisse faire acter dans cet accord que nous signons avec notre agresseur et que le Rwanda accepte de cesser son agression, n'est-ce pas, à notre territoire. Mais c'est dit en d'autres termes. Non, ce n'est pas dit. Pourquoi est-ce qu'on doit utiliser votre français? Non, ce n'est pas dit. Ce n'est pas mon français, c'est le narratif du gouvernement congolais. Non, mais... Je reprends ici le terme de chaque jour. Vous êtes sans ignorer que dans ce pays ici, on condamne des gens pour le simple fait que tu n'as pas dit « je condamne le Rwanda ». Mais alors qu'on nous a donné l'occasion, dans un accord, il était temps de dire « ok, le Rwanda accepte de nous agresser, accepte de ne plus nous agresser ». À ce moment-là, nous aurons réussi en tant que République démocratique du Congo, même à la face du monde. Parce que demain, qu'est-ce que nous allons dire à la face du monde? Le monde que nous avons tous mobilisé pour dire « venez à notre rescousse, nous sommes face à une agression rwandaise ». Mais quand nous signons, nulle part nous faisons acter que le Rwanda, c'est notre agresseur. Très bien. Premier point. Deuxième point. Deuxième point. Lorsque vous lisez l'accord, ce que doit faire le Rwanda de manière claire, n'est-ce pas? Ce n'est pas ressorti. Je vais lire les missions des deux pays. Pour la RDC, première mission, neutraliser les FDLR. Deuxième mission, favoriser les rapatriements des membres FDLR au Rwanda. Troisième mission, garantir les conditions d'une paix et d'une stabilité durable dans la sous-région des Grands Lacs,
Oh, ça, c'est quand même, je ne sais pas comment on a signé Voilà. ça. Donc, c'est à nous de garantir la paix dans toute la sous-région. Quatrième mission que la RDC a accepté de faire, protéger la population et assurer les retours des déplacés dans leur milieu d'origine. Et pour le Rwanda, que 2 missions. La première mission, désengager les forces, lever les mesures de défense mises en place par le Rwanda. Deuxième mission, assurer la réintégration sociale des ex-combattants FDLR démobilisés et rapatriés au Rwanda. Voilà. Qu'est-ce que le Rwanda fait pour nous? Parce que nous signons avec le Rwanda pour la paix. Quel est l'engagement qui ressort de cet accord pour la République démocratique du Congo? Engagement que doit exécuter le Rwanda. Vous voyez? On vous dit le désengagement, c'est écrit d'ailleurs désengagement, barre, n'est-ce Oui, pas, barre, lever les mesures défensives. Exactement. Vous voyez? Et ils considèrent ça comme mesure défensive. Parce qu'ils nous prennent, nous, comme un danger, d'autant plus que nous les avons menacés, d'autant plus que nous avons les FDLR qui ont endeuillé ou mené les génocides dans leur pays. Et vous verrez qu'on nous charge, nous, République démocratique du Congo. Or, tout ce jour, nous disons, nous prenons le Rwanda comme coupable. Alors, pourquoi n'avons-nous pas réussi, n'est-ce pas, à lui faire porter les chapeaux? Notre coupable est en face de nous, qu'il puisse s'engager de manière claire entre les lignes pour dire « je m'engage dans cet accord de paix à ne pas faire cela ». Oui, mais regardez les 2 engagements. Ils vont lever les mesures défensives. Oui. Mais attention, ces mesures défensives sont conditionnées. Exactement. Il faudra que la RDC réussisse à neutraliser les FDLR. Oui, FDLR dont la République démocratique du Congo ignore l'existence ou ignore la place physique où ils sont. Et d'ailleurs, je lisais justement avant que je ne sois sur ce plateau, le ministre des Affaires étrangères, il est même très loin du Rwanda, il va dire non, les FDLR ne sont pas dans les zones occupées par les M23. Donc ça veut dire les FDLR sont dans nos forces armées, dans nos FRDC. Et on nous donne cette tâche-là d'identifier. Donc eux, ils réussissent, mais pas nous. Maintenant, l'accord, qu'on veuille ou pas, a été signé. Tout à fait. Quelles vont être, selon vous, les prochaines étapes, ou quelles doivent être les prochaines étapes? Cet accord-là, moi, je vous ai dit que c'est un préalable. Oui. Hein, c'est juste, on l'a pris comme préalable au deal minier. Okay. Ouais, il constitue finalement le soubassement au deal minier. Parce que dans cet accord, le rôle des États-Unis n'est pas indiqué. Oui, mais professeur, juste une parenthèse, parce que j'ai l'impression qu'on reste focus sur la paix qu'on veut créer entre la RDC et le Rwanda, mais on ne voit pas le tableau en son entier. Non. Ici, nous, oui, mais c'est là où peut-être vous aussi, vous avez tort, c'est que si on voit le tableau en son entier, nous sommes partis pour avoir la protection des Américains. Oui. Et les Américains nous ont dit, pour vous donner ma protection et faire du business avec vous, commencez par vous mettre en paix avec votre voisin. Si on peut accepter de perdre la face au petit Rwanda et avoir un ami puissant comme les États-Unis, au bout de compte, on aura gagné. Parce que si les Américains, même si la paix ne s'installe que pendant 1 an et qu'eux viennent et s'installent avec leurs entreprises, ils ne voudront pas accepter que leur protégé Rwanda vienne attaquer la RDC. Vous ne voyez pas qu'au bout de compte, on aura gagné. Monsieur Alain, la fragilité de cet accord-là, c'est que c'est un accord qui n'est pas inclusif. Parce que ceux qui ne font pas partie de l'accord, on ne peut pas leur opposer l'accord. Oui, mais eux, ce sont des petits joueurs qu'on peut... Que Donald Trump peut détruire non, monsieur Alain, je pense que si c'était de petits joueurs, nous allions les défaire en tant que pays et avancer. Parce que ces gens aujourd'hui, c'est pratiquement l'épine sous la plante du pied de la République démocratique du Congo. Nous avons nos propres problèmes de gouvernance. Parce que la gouvernance pose problème. Est-ce qu'avec cette gouvernance réputée, une gouvernance infestée par les antivaleurs, notamment les détournements chantés chaque jour, les corruptions, ainsi de suite, vous imaginez que même dans ces deals américains, les États-Unis vont accepter de venir loger leurs capitaux chez nous?
Est-ce qu'ils ne vont pas nous jouer le même tour en disant nous souhaitons que ça puisse passer par le Rwanda, que nous estimons crédible dans sa gouvernance? Et nous n'avons pas encore résolu tout le problème avec le groupe armé. Quand vous prenez des zones, vous avez les Mubondo ici, vous avez les Maïmaï là-bas, vous avez dans la partie Ituri, n'oubliez pas qu'il y a aussi Thomas Lubanga qui a relancé un autre mouvement. Non, mais lui, là, il n'est pas allé bien loin. Les FRDC se sont occupés de son cas très rapidement parce qu'il faut qu'on change de chapitre. Oui, justement, mais tout ce problème-là mine l'accord. Parce que ces gens se disent, bon, vous avez signé l'accord, vous avez suivi Nanga, il dit, nous prenons acte, nous acceptons ce que vous avez fait, nous ne sommes pas concernés, nous attendons notre processus de Doha. Mais en même temps, les Américains, et dans cet accord, donnent 90 jours, 3 mois, pour passer à la prochaine étape. Tout à fait. Et Donald Trump l'a dit, lui, il a besoin des minéraux en RDC, il va faire tout ce qu'il faut, mettre la pression diplomatique aux deux signataires de cet accord pour que ça puisse s'appliquer. C'est suffisant pour qu'on puisse Bon, je suis de ceux qui pensent qu'on ne résout pas un problème en créant un autre. Ça veut dire, Monsieur Alain, si vous ne voyez pas venir, Trump est assoiffé de nos minéraux, l'Amérique veut faire le comeback en République démocratique du Congo. Parce que n'oubliez pas que le plus grand gisement de TFM était entre leurs mains. Ouais. Et à un certain moment, ils ont vendu aux Chinois. Mais aujourd'hui, ils ont compris que c'était une erreur, ils doivent revenir dans notre pays. Mais en revenant, la Chine ne va pas se rendre comme sur un plateau s'offrir. Est-ce que demain nous ne pouvons pas craindre, n'est-ce pas, l'affrontement entre les puissances autour de nos minéraux? Parce que jusque-là, nous n'arrivons pas à tirer l'épingle du jeu de nos minéraux face à la Chine, n'est-ce pas? Et maintenant, l'Amérique s'invite à la table, n'est-ce pas? Et lorsque nous allons négocier, est-ce que nous avons déjà rompu avec la Chine, avec qui nous avons des engagements qui détiennent l'essentiel de nos mines? Et donc, il y a là un problème. Oui. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons de remettre notre pays comme un cadeau, n'est-ce pas, aux rapaces, aux grandes puissances qui vont nous dévorer. Très rapidement, maintenant, je veux votre réponse en une phrase avant qu'on parle du Lualaba, de ces infrastructures récemment inaugurées par le chef de l'État. Sur le plan de la forme, on parlait tout à l'heure que cet accord aurait dû passer par l'Assemblée nationale pour être validé. Pourtant, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a salué cet accord. Il y voit l'espoir de la paix. Le président de l'Assemblée nationale, il a réagi ce lundi 30 juin, le lundi 30 juin. Et vous trouvez qu'il faut que cet accord soit discuté par le Parlement avant qu'il entre en vigueur, c'est ça? Tout à fait. Il faut une loi d'habilitation. Il faut que les débats soient menés par l'Assemblée nationale. Lorsque vous êtes à l'article 213, 214, 215 de notre Constitution, c'est clair, ce sont des grandes questions. Mais il est dit dans la Constitution que les chefs de l'État négocient et signent les accords. Oui, ils les signent, mais avant que ces accords ne soient appliqués, il faut une loi d'habilitation. La représentation nationale doit donner... Ce n'est pas incohérent de signer et d'amener par la suite à l'Assemblée. Oui, justement, parce que le pays ne lui appartient pas, parce qu'on est président de la République, on a une représentation nationale. C'est important, effectivement. Vous savez que Kamerhe s'est vu éjecté dans les accords de Amani-Léo. C'était encore avec le Rwanda. Et quelle est la suite de ces opérations? Parce que les accords prévoient même des opérations conjointes. Il y en a eu ici sous la commande de John Numbi, je pense, les opérations Amani-Léo. Hein, c'était quoi la suite? Et donc, voilà pourquoi je reste très réservé et prudent par rapport à cet accord-là. Très bien, on a compris votre position et on a aimé vos analyses. On ne va pas changer de chapitre maintenant, on revient ici au Lualaba. Le chef de l'État, il y était pour la 12e conférence des gouverneurs. Il a inauguré une série d'infrastructures, une dizaine d'ailleurs. On voit ici en photo, il a inauguré notamment l'aéroport de Kolwezi, l'aéroport moderne, l'aérogare surtout, hein, parce que l'aéroport est encore en chantier. Certaines parties de l'aéroport sont encore en construction. Professeur,
Au départ, quand Madame Fifi a pris la gestion de la province, cet aéroport était la pomme de discorde entre elle et son prédécesseur, Richard Mouyège, notamment sur le coût de l'aéroport. Aujourd'hui, on apprend qu'au finish, cet aéroport va coûter plus cher que ce qu'avait initialement prévu le gouvernement Mouyège. Expliquez-nous. Bien, lorsque effectivement vous suivez les péripéties de l'aéroport, la construction de l'aéroport de Kolwezi, projet qui a été validé, au départ, il était prévu des intervenants. La province du Lualaba, le gouvernement central, et puis la RVA, la Régie des voies aériennes. Et que la province qui avait initié le projet, piloté, devait voir le gouvernement central intervenir, ainsi que la RVA qui est pratiquement le patron, n'est-ce pas, des aéroports dans notre pays. Alors, les discussions avaient eu lieu. La province avait financé les études. Les études étaient financées et réalisées. La phase de la signature du contrat avait intervenu. Et dans cette phase de signature du contrat, finalement, c'est l'entrepreneur et la RVA qui devraient signer le contrat. Et le contrat a été signé avec l'entreprise Tetratis, n'est-ce pas, autour de 68 millions de dollars pour la construction de l'aéroport. Bon. Et quand vous parlez de la construction de l'aéroport, qu'est-ce qui est inclus dans lorsqu'on parle de l'aéroport, l'aéroport en fait inclut, n'est-ce pas, toutes les autres plateformes connexes qui sont dans un aéroport. En dehors vous avez aérogare, piste, tour de contrôle et tout ce qui va avec. C'est inclus dans le 60 C'est inclus. Donc le rendu, l'aéroport, dans le contrat signé par RVA et Tetratis, on est dans les 68 millions de dollars. Mais le contrat a été rompu. Le travaux, on a vu la continuité, même si nous avions entendu de manière scandaleuse qu'il n'existait pas de continuité, alors qu'on n'a pas détruit ce qui existe. Bon, c'est peut-être un problème de sémantique. On peut leur accorder cela. Mais ce qui est une bonne chose, on a vu effectivement l'aérogare continuer le travaux ainsi que d'autres considérations. Maintenant, M. Alain, le chef de l'État a inauguré l'aérogare. Or, l'aérogare, c'est le terminal, hein, c'est ces bâtiments qui abritent tout ce qui va comme de marche. Il a inauguré l'aéroport. Sur la plaque, c'est écrit inauguration de l'aéroport de Kolwezi. Je crois qu'il y a un problème d'utilisation de mots. Soit s'ils ont fait expressement, ils ont écrit aéroport de Kolwezi, ça veut dire que c'est une manipulation. Parce que ce qui a été inauguré, c'est l'aérogare de Kolwezi. Pour preuve, d'ailleurs, hier, j'ai croisé quelqu'un qui dit, mais nous continuons à atterrir, n'est-ce pas, dans l'ancienne piste. Personne n'aime rester dans ce qui n'est pas bon. On voudra bien profiter d'une nouvelle infrastructure. On va raconter. Oui, mais c'est aussi bon. On ne l'utilise pas encore. Non, c'est aussi bon quand on a atterri dans un nouvel aéroport. Ouais. On se revendique être le premier à avoir fait ces formalités dans l'aérogare. C'est une bonne chose. Mais jusqu'à ce jour, en tout cas, jusqu'au moment où nous discutons, aucun avion n'atterrit de ce côté-là. Parce que ce qui a été inauguré, ce n'est pas l'aéroport, mais plutôt l'aérogare. C'est une faute d'avoir fait inaugurer l'aérogare, mais nommé aéroport au chef de l'État? Non, en fait, on devait rester dans la logique de terme. Disons, on devait écrire inauguration de l'aérogare et pas de l'aéroport. Parce que lorsqu'on inaugure l'aéroport... Pour la compréhension du public, si j'ai bien compris vos explications, l'aéroport, c'est un ensemble. Oui, justement, c'est tout l'ensemble. Il y a la piste, il y a la tour de contrôle, il y a tout ce qui va actuellement en chantier. Tout à fait. Or, la seule chose qui est finie, c'est le bâtiment où l'aérogare qui a été inauguré. Les passagers doivent entrer. Voilà. Et ce n'est que ça qui est fini. Tout à fait. Et c'est ça que le chef de l'État a inauguré. Et on l'a dit qu'il a inauguré l'aéroport au lieu de lui dire qu'il a inauguré l'aéroport. Ah, peut-être que ce sont les journalistes finalement qui en ont profité, peut-être la presse. Sur la plaque, c'est clairement écrit inauguration de l'aéroport. Bon, admettons que l'aéroport a été inauguré, ça veut dire que nous aurons un aéroport qui n'a pas de piste,
L'aéroport sans tour de contrôle, l'aéroport, parce qu'il est inopérationnel. D'accord. Donc, vous étiez en train de nous expliquer que le plan initial du gouvernement Mouyej était de 68 millions, contrat signé entre l'exécutant, donc l'entreprise, et la RVA. Tout à fait. Aujourd'hui, les coûts sont à combien et pour quelle infrastructure au niveau de l'aéroport? Bon, je ne sais pas ce que le gouvernement a pris comme stratégie, parce que vous allez voir qu'au-delà, hors seulement l'aérogare, n'est-ce pas, le gouvernement a procédé à une sorte de saucissonnage, n'est-ce pas? On a pratiquement organisé plusieurs projets, n'est-ce pas, qui sont dans cet aéroport. Et quand on fait la somme de ces projets, on est au-delà de 80 millions de dollars. Laissez-moi vous donner à titre indicatif. Vous avez la construction, les équipements de la centrale électrique au niveau de notre aéroport et du balisage, on est à 10 593 690 000 dollars. Lorsqu'on prend équipement des vols... Attendez d'abord. Ouais. Comme il s'agit de chiffres. Non. Ouais. Doucement. Vous, ces chiffres, vous les avez eu où? Très bien. Les chiffres, nous les tirons. Parce qu'il ne suffit pas de nous balancer Tout à les fait. chiffres. Vous avez raison. Oui, c'est légitime, monsieur Alain. Ces chiffres sortent du budget. Et vous savez que le budget est accessible à tous. C'est une loi. Okay. Ce n'est pas un secret du gouvernement. Okay. Lorsqu'on prend le budget 2021, 2022, 2023, n'est-ce pas, en 2023, vous avez deux budgets. Vous avez un budget initial et puis le budget rectificatif. Ouais. 2024, budget initial et budget rectificatif ainsi que 2025. Et à chaque fois, nous, en tant que scientifiques, nous voulons bien être dans les évidences et nous avons le temps de parcourir tout ce budget. Et ce que je vous dis figure bel et bien dans le budget qui est entre les mains des élus, entre les mains du gouvernement provincial et entre les mains des autres citoyens. Et donc, je vous ai donné le premier chiffre. Balisage, 10 millions. Oui, 10 millions. Équipement Devor Bardem, 15 millions de dollars. Équipement ILS Bardem, 4 millions 800. Une station radio, 25 000 dollars. Aérogare de fret. Donc, on doit avoir encore un autre aérogare de fret, 3 millions 200 000. Construction de la clôture de l'aéroport, 8 457 000. La clôture à 8 millions. 8 457 000. Vous dites c'est dans le budget. 501,20. Effectivement, dans le budget. C'est dans le même budget où il y avait la clôture, n'est-ce pas, de Aéroville, notre RVA, qui était encore à 8 millions. Vous verrez que c'est le même coût qui était pratiquement repris. Il y a la construction de la tour de contrôle, 4 049 078 000. Il y a la station caserne anti-incendie. Oui, elle a été inaugurée celle-là. Oui, 992 544,81 $. Construction d'un pavillon présidentiel. 7 millions. Ça, c'est important, ça. Bon, on va évaluer au départ peut-être. Vous voyez, construction d'un pavillon. Bon, c'est un aéroport international. Bien sûr. Oui, construction d'un pavillon présidentiel, 7 113 315,40. Construction d'un parking automobile, 6 270 835,01. Vous avez bien entendu, construction parking automobile, 6 270 000. Qu'est-ce qu'il y a dans le parking qui doit... 835 001. Bien, travaux de construction avec balisage illuminé de 2 tarmacs à l'aéroport. 27 697,425,20. Donc, quand vous faites la sommation, vous êtes au-delà des 80 millions de dollars. Alors, pourquoi vouloir saucissonner les marchés? Est-ce que c'est l'envie de donner à plusieurs personnes? On ne sait pas pourquoi le gouvernement a opté pour cette stratégie. Ces données sont bien et bien dans le budget, même le budget actuel qui est en cours, le budget 2025.
Oui, mais si je comprends bien, il y a un gros souci. Parce que c'est pas pour faire l'avocat de Richard Mouyèche, mais s'il a eu des problèmes, c'est parce qu'on l'a suspecté d'avoir surfacturé les travaux, notamment de cet aéroport. Comment on se retrouve dans les 80 millions? Vous nous dites Plus de 80 plus de millions. 80 millions et surtout avec des prix, je m'excuse du terme, un peu fantaisistes. Le parking à 4 millions de dollars. Qu'est-ce qu'on va mettre dans un parking qui Parking 6 270 6 000. millions de dollars, par exemple. Comment est-ce que vous expliquez que ceci soit passé au niveau de l'Assemblée provinciale sans que quelqu'un ne puisse dire, vous revoyons un peu les chiffres de près? Bon, peut-être que les députés étaient occupés, ils ont voulu laisser le gouvernement aller très vite et ils ont voté le budget. Il y a aussi, parmi les infrastructures inaugurées par le chef de l'État, à Mwangeji, l'hôpital moderne, nous dit-on, du Lualaba, qui a été inauguré, construit dans l'ancêtre du Mwangeji. Initialement, nous tous, on pensait que c'était Mwangeji qu'on modernisait, mais là, ça s'appelle hôpital moderne du Lualaba. Tout à fait, monsieur Est-ce Alain. une nouvelle entité ou c'est la même entité Mwangeji, maintenant avec un côté VIP et du côté coût aussi? Est-ce qu'on est dans la même logique que ce qui se passe Non, à ce n'est pas la même entité. Je sais que vous êtes très cultivé, vous avez raison. Au départ, c'est construction de la clinique moderne de Mwangeji. Donc Mwangeji allait bénéficier de ce deuxième clinique, n'est-ce pas? Après celui construit par Richard Mouyèche, bien qu'il n'a pas été inauguré, hein, il existe là et il n'a pas été non plus équipé. L'administration s'est débrouillée pour mettre par-ci, par-là de chaises et donc il y a même des salles vides, hein, une très belle clinique. Alors, lorsque vous revenez maintenant à celui qui a été construit, à la fin, quand on arrive, pourquoi je vous ai dit que quand vous dites premier pas, moi je préfère voir le dernier pas. Au dernier pas, on nous présente clinique moderne de Lualaba en lieu et place de Mwangeji et clé à la cerise, clôture, n'est-ce pas, au sein de Mwangeji. Bon, on pourrait même dire dans des termes simples, c'est une sorte de spoliation, parce que dans une parcelle de quelqu'un, vous clôturez, et ça veut dire que c'est détaché de la responsabilité de l'administration. Mais le deux, ça appartient à l'État. De Mwangeji. Oui, justement. L'État a spolié l'État? Oui, justement, parce que c'est une structure qui existe. Nous ne manquons pas d'espace dans notre province. Je crois qu'on va parler de cette question-là sur les espaces qu'on utilise pour planter les immeubles. Et donc, vous allez voir, je vais vous donner juste un seul prix. Autour de... Quand on fait cette clôture, il y a une clôture de Mwangeji qui a coûté à la province 1 064 492,45. En fait, moi, je donne les chiffres du budget. C'est le public composé d'ingénieurs et autres qui vont évaluer. 1 million. Et construction, parking et aménagement extérieur, clinique Mwangeji. 1 239 436 000,48 dollars. Je ne suis pas professionnel de la construction, mais je ne savais pas que les parkings coûtaient aussi cher. En tout cas, on le constate aussi. Hein. Au-delà de, au fait, parce qu'il y a deux montants ici, il ne faut pas confondre. Il y a la clôture de Mwangeji qui est à 1 million. Il y a aussi la construction du parking et aménagement extérieur, clinique Mwangeji, qui est à 1 339 436. En fait, quand vous voyez cet aménagement, je ne voudrais pas que vous puissiez considérer que peut-être les séparateurs qui sont sur la RN39 sont inclus. Parce que ces séparateurs-là qui vont jusqu'à Lualaba, on y a placé 14 200 séparateurs, n'est-ce pas, sur 28 km estimés, donc de péage jusqu'à Mwangeji. Ça nous a coûté en tant que province, les séparateurs, je disais, 6 813 000. 6 millions 6 millions 800 de ciment placés au milieu de la route. 6 813 000 dollars
américain. Et donc, parce que ça passe devant cet hôpital de Manguiche. Très rapidement, parce qu'on n'a plus de temps, malheureusement, on aurait aimé en savoir davantage sur ces infrastructures. Il y a aussi le bâtiment de la direction provinciale des impôts qu'on voit ici, qui a été inauguré par le chef de l'État. Ça, au moins, vous n'allez pas nous dire qu'il y a eu surfacturation ou que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été fait. Regardez la beauté de ce bâtiment qui change quand même la physionomie de la route de l'avenue du 30 juin ici à Kolwezi. Oui, c'est très beau effectivement lorsque nous voyons et nous saluons cette beauté du bâtiment. Mais lorsqu'on vient y jeter un coup d'œil par rapport au coût, hein, la Derlou, la ligne indique 11 144 188,16 $. 11 millions. 11 144,188,16. Peut-être on nous dira, peut-être que les cailloux, les sables viennent de l'Afrique du Sud, on ne sait pas comment on a procédé. 11 millions de dollars. Mais ça avoisine les coûts de certaines parties de l'aéroport. Mais comment? Okay. Vous voyez, 11 millions de dollars. Si vous voulez, je peux vous aider. Lorsqu'on prend notre maison de la CENI, on est à pratiquement 2 millions de dollars. Les chiffres exacts, 1 992 426 000. Le siège de la CENI inauguré. Le siège de la CENI inauguré. Si je prends le village du Congrès, on est à 13 millions de dollars, 988 109,98 $. Ça veut dire qu'on est dans le 14 millions de dollars. Si je vous prends rapidement notre échangeur qui a été inauguré, l'échangeur qu'on a vu en photo tout à l'heure de l'aéroport, on est à 28 millions de dollars. L'échangeur a coûté 28 millions. Oui, tout à fait, M. Alain, 28 millions 100 et quelque chose. Donc 28 millions de dollars. Parce que je ne voudrais pas asséner les téléspectateurs avec de chiffres. Je crois que la grande question que vous avez soulevée, c'est la question de l'impact. N'est-ce pas? Lorsqu'on regarde tous ces millions, la province peut se le permettre parce qu'aujourd'hui, la province a connu depuis ces 4 années ici, n'est-ce pas, une sorte d'embellie dans les secteurs miniers. Et vous verrez que les redevances minières, selon les statistiques de plusieurs organisations, notamment ITIE, où vous prenez aussi le rapport de DESC, où il y a près de 2 milliards de dollars mobilisés par uniquement les redevances minières. Perçu par la 2 province. milliards, hein? Oui, justement capté par la province. Parce que ce n'est pas l'argent qu'on se partage avec. Justement, non. Là, quand on parle de 2 milliards, on prend le 40% capté par la province. Parce que c'est l'argent resté en province. Oui, 2 milliards. Oui, selon le code minier, n'est-ce pas, la province capte 25% plus 15% qui est réservé aux ETD. Bien sûr que cette répartition a été légèrement modifiée pour donner quelque chose à Fonarev, n'est-ce pas? On est maintenant, la province capte 23% de la redevance et que les ETD captent 14%. 14%. Donc nous sommes partis de 40% à 37%. Alors, petite précision avant de vous laisser continuer. C'est vrai qu'on vous écoute, mais vous savez, si nous, chez nous, on n'a pas de penchant, on n'a pas de parti pris. Nous avons toujours cherché à avoir quelqu'un, je ne suis pas la gouverneure elle-même, si elle a le temps, on la recevrait avec plaisir ici, elle répondrait à toutes nos questions, mais quelqu'un qui connaît, qui maîtrise les chiffres, qui maîtrise ce qui se passe dans la gestion de la province, qu'ils viennent nous expliquer, les conseillers en communication, je ne sais pas, ministres des infrastructures. Les portes de Mikuba et des Politico particulièrement sont grandement ouvertes. Si tout ce qui a été dit ici vous énerve, venez. Venez, on en discute parce que vous nous gérez et nous avons besoin de comprendre comment vous nous gérez. Et on chante les louanges du Lualaba partout. Pourquoi est-ce que ceux qui gèrent le Lualaba ne veulent pas venir s'expliquer devant la presse du Lualaba? Je sais que vous l'avez toujours fait avec les Quinois, etc. Mais les Quinois ne vivent pas au Lualaba. Et ils ne connaissent pas ce qui se passe. Et à eux, vous pouvez tout dire sans qu'ils puissent répliquer. Venez ici, quand vous voulez. Si ce qui vient d'être dit vous énerve, la porte est grandement ouverte
vous venez, vous nous dites les contraires de ce que le professeur Kantulomba vient de dire. Je vous laisse finir, professeur. Oui, justement. Par rapport d'abord à la géolocalisation de toutes ces infrastructures, est-ce que les choix des lieux ont été bien faits? Très bien, M. Alain. Comme vous le savez, à l'inauguration, vous avez bien fait, à l'inauguration par le président de la République, aucun coût n'a été communiqué. Donc le gouvernement a expressément tué les coûts des ouvrages, ce qui est grave. Parce que lorsqu'on inaugure un bâtiment, c'est un moment où s'exerce la redevabilité. Il y a des éléments essentiels qu'on annonce au public. Par exemple, ce bâtiment a été construit par telle entreprise. L'entreprise met en exergue son expertise. Deuxième élément, ce bâtiment est composé de la manière que voici. Ça a été fait. Troisième élément, ce bâtiment que vous voyez a comme durée d'exécution de travaux autant. Il a commencé à tel moment et nous l'avons fini à telle période. Ça n'a pas été dit. Ce bâtiment a coûté à la province autant. Parce que la province gère la caisse commune, la casserole de tout le monde, l'argent de l'Oualabé. La province ne fait pas de faveurs, moins encore de cadeaux à la population. La population doit savoir. Ce n'est pas comme si le gouvernement devient un papa qui achète le pantalon à son enfant et que l'enfant n'a pas le droit de poser la question à son papa, ça coûtait combien? Non, non, prends seulement le pantalon. Non, vous gérez l'argent public. Lorsque vous avez construit, dites-nous, vous avez dépensé combien? Maintenant, quant à l'impact et à l'emplacement des bâtiments, Monsieur Alain, vous êtes sans ignorer que lorsqu'on construit un bâtiment, c'est pour que cela puisse rapporter à la province. Parce que nous avons chez nous une économie très fragile. Hein, l'économie du Lualaba qui la tient. Vous verrez que ce sont des expats. Maintenant, dans l'exécution du budget de la province, il doit y avoir une complicité avec les entreprises privées. Hein, ça, ce sont des principes macroéconomiques. Et donc, un investissement public doit entraîner le secteur privé. Et c'est de cette manière-là qu'on pourra bénéficier du développement. Donc, on investit dans quoi? On investit dans le confort. C'est une consommation. C'est un placement. On a déjà un bâtiment du gouvernorat, on en construit un autre. Qu'est-ce qu'il va produire en retour? Bon, on a construit le village, c'est bien, bravo, 14 millions de dollars. En retour, comment nous allons avoir le retour de cet investissement? Vous verrez que c'est un placement. Hein, les bureaux de loup, ainsi de suite, et même l'échangeur. Et d'ailleurs, j'ai fait un exercice d'aller me poser là-bas quelques minutes, aller regarder le trafic qui est sollicité sur cet échangeur qui nous aura coûté 28 millions de dollars. Et donc, il existe en prospective ce que nous appelons la théorie d'occupation d'espace. Rapidement. La théorie d'occupation d'espace permet à une entité, là où il ne s'est pas récupéré directement le capital investi, qu'on puisse récupérer indirectement. Notamment, quand on prend le bâtiment qu'on a placé à côté de la présidence de la République, palais du Congrès, si on avait mis ce bâtiment-là à Moussonoy, ou bien à Kabila, ou encore à Kiamanzaka, ou ici à côté, vous verrez que le coin allait être impacté directement. Même chose, vous mettez un bâtiment de 11 millions de dollars en plein quartier. Quel est l'impact qu'il va drainer en retour? Parce que les 11 millions de dollars, nous n'allons pas les retirer. Vous voyez, nous n'allons pas les bénéficier en retour. Donc vous comprenez que là, il fallait tenir compte, n'est-ce pas, que l'on puisse placer ces bâtiments. Je termine par la présidence. Je termine effectivement par la présidence de la République. C'est un bâtiment à délocaliser parce que vous ne pouvez pas mettre la présidence à côté du gouvernorat, parler ainsi de suite en plein milieu du quartier. Merci beaucoup. Que la province mette la résidence du gouverneur là-bas et que l'on construise une résidence du président ailleurs pour éviter de créer sa présence tout ce que ça ici puisse bloquer toute l'administration provinciale. Professeur Sylvain Kantulomba, à chaque fois qu'on vous reçoit, on a toujours peu de temps parce que vous avez tellement de choses à dire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me confier à cet exercice que je considère toujours républicain. Merci beaucoup à vous aussi pour votre fidélité. Nous sommes en rediffusion tout ce week-end. Merci pour votre fidélité, je le disais. Moi, je prends mes vacances. Vous retrouvez Grâce Kalong la semaine prochaine. On se retrouve dans 2 semaines, Dieu voulant. Merci et à bientôt.